Voilà, sur le plateau de Gabon Télévision pour décrypter cette communication du président de la République du côté de l'Assemblée nationale, Molweni. Et merci d'être avec nous en ce début d'après-midi. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Dr Edmion Nzuga Mvomo, elle est consultante éthique et bonne gouvernance. Bonjour docteur. Bonjour. À votre droite, Dr André Adjo, il est politologue, par ailleurs chercheur au CNRS. Bonjour docteur. Bonjour. Et en face de vous, nous avons un ancien membre du gouvernement, également ancien parlementaire. Il s'agit de monsieur Josué Badinga. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à vous sur ce plateau décryptage, un plateau spécial sur cette adresse du président de la République tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, madame, messieurs, quelle lecture faites-vous justement de cette communication du chef de l'État? On commence par vous, docteur Edmion. Voilà. Alors merci déjà de m'avoir invité à cette édition spéciale. Par rapport au discours du chef de l'État, président de la République, M. Brice Clotaire-Oligui Nguema, il faut tout simplement relever que la lecture de ce discours, ce dernier a fait le bilan ou l'état de la gouvernance, que ce soit post-transitionnel, pendant et après. Donc il a essayé de mettre en valeur les différents piliers qui l'ont poussé déjà à se présenter, parce qu'il a parlé de son projet de société qui a été validé à 94%. Il a parlé de la période de transition, il a parlé des éléments de sa première mandature avec les effets, le plan, le bilan de cette gouvernance-là. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc on a assisté tout au long de ce discours du chef de l'État à un bilan de la gouvernance, tout ce qui a été posé comme pilier et tout ce qui a déjà été fait dans tous les différents domaines d'activité, tous les sectoriels. Exactement. Et le regard justement d'un politologue suite à cette communication. Bien, pour une première sous la Ve République, comme on dit maintenant, j'ai trouvé que le propos était assez complet. Tout ou presque a été abordé par rapport à tous les secteurs, avec une forme de franchise où le président ne me semble pas avoir fait dans l'évitement des sujets. Au contraire, il est allé au-devant de certaines situations en les dénonçant directement, mais avec finalement une forme de décontraction à la gabonaise, si je puis me permettre. Il y a eu beaucoup de moments de relâchement comme ça, puisqu'il quittait parfois son texte pour illustrer, et ça fait qu'il y avait à la fois la solennité de l'exercice, certes, mais ça a été fait à la gabonaise, avec un état d'esprit que personnellement j'ai apprécié, au-delà donc du contenu sur lequel nous reviendrons. Et nous espérons que tous les Gabonais aient apprécié aussi cette franchise du président de la République. Josué Badinga, vous en tant qu'ancien membre du Parlement, ancien parlementaire, est-ce que dans les années antérieures, on a eu un président s'exprimer autant devant justement les deux chambres du Parlement? Déjà, il faut, comme mes prédécesseurs l'ont relevé, il faut déjà noter que par le passé, ce n'était pas un exercice très courant. On n'a pas enregistré 5 ou 6 passages des présidents de la République face aux parlementaires. Il y en a eu un seul qui est passé, je crois, 2 fois, le président Ali Bongo, pour juste restituer les choses dans l'histoire. Mais revenons plutôt à cet exercice qui est républicain, j'ai noté, et c'est la mise en pratique d'une disposition constitutionnelle. J'ai vraiment noté là, pour la mise en œuvre du texte et des dispositions qui codifient le pouvoir, j'ai trouvé une excellente mise en œuvre. Je pense qu'au-delà du compte-rendu de la reddition des comptes pour faire le point sur comment le président a trouvé le Gabon, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à son projet de société, j'ai trouvé qu'il est allé au fond de certains aspects qui concernent la vie et les domaines vitaux de la vie des Gabonais. Mais au-delà, il a abordé les questions du vivre ensemble, de la cohésion nationale, de l'unité nationale et même des relations du Gabon quand on situe le pays à l'échelle internationale dans la sous-région. Je pense qu'il a été complet dans l'exercice en dépassant juste le cadre d'un compte rendu. Il a embrassé tous les domaines, ce qui est appréciable.
Justement, et ça, ce grâce à l'article 59, alinéa 4. Et comment, justement, interprétez-vous cet article qui donne ces droits au président de la République de communiquer en congrès parlementaire? Alors, on va aller droit au but par rapport aux dispositions du texte. L'article 59 pose le problème de la communication du président. Et commence en ces termes: le président de la République communique avec chacune des chambres du Parlement par message. C'est le premier alinéa. Il faut donc déjà retenir que dans les prérogatives du président, la Constitution lui prescrit l'obligation de communiquer. Il ne doit pas travailler de manière isolée. Il faut le retenir. Maintenant, quelles sont les modalités de cette communication? Je crois que c'est le deuxième volet. Et quand on va plus loin, on note qu'il peut communiquer soit par message, il demande au président de chambre de parler en son nom, s'il n'en a pas le temps, mais si le calendrier le lui permet, il peut physiquement se présenter. C'est en l'espèce le cas. Et à ce niveau, il s'adresse non pas à une seule chambre pour demander qu'on parle en son nom, mais les deux chambres réunies, c'est ce que nous appelons le congrès. Et donc là, c'est au niveau des modalités. Alors, il y a quand même une précision de calendrier que la Constitution consacre. Ce n'est pas à n'importe quel moment, mais il y a une précision importante, c'est à la demande du président. D'accord. Parce que le texte est clair, c'est à sa demande qu'une telle réunion peut se tenir, mais au cours de la première session parlementaire. Je crois qu'on a situé l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi de communiquer pour le président? C'est, premièrement, le devoir d'informer la nation sur ce qu'il fait, parce que le président, je disais, ne travaille pas de manière isolée. Deuxièmement, c'est le souci de la collaboration des pouvoirs. Vous savez qu'il y a une division de travail au sein de l'État. Il y a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, mais ces pouvoirs-là collaborent. Troisièmement, c'est le souci de transparence, parce que la gouvernance, je parle sous le contrôle du docteur, l'expert en face, la transparence signifie la bonne gouvernance. Donc c'est ces trois raisons, à mon humble avis, qui motivent que le président communique, mais dans des mécanismes bien définis. Premièrement, soit par message écrit, relayé par les deux chambres du Parlement, soit par la présence physique dans le cadre du Congrès et à une période précise au cours de la première session parlementaire. Alors, vous avez bien suivi, après le discours du président de la République, il n'y a pas eu de débat, ce qui est assez particulier. Docteur André Adjo, l'article, effectivement, parle de ça, pas de débat. Une fois la communication présentée, comment, pour la suite, est-ce que les deux chambres du Parlement vont après se réunir en bureau pour justement contrôler cette communication? Comment ça se passe après? Non, déjà, ce n'est pas une première. La Constitution de 61 prévoyait déjà que le président fasse des communications officielles, à sa demande toujours, devant le Parlement réuni en Congrès. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule chambre. 91, la Constitution de 91, c'était déjà le cas. L'innovation ici, me semble-t-il, depuis 2024, c'est l'état de la nation. Il vient partager avec les Gabonais, au-delà même des parlementaires qui sont devant lui, et des invités, des hauts cadres de la République, les représentations diplomatiques, les sages de la République, et même l'aspect traditionnaliste, parce qu'il y avait aussi des notables de ce côté-là. Il vient partager sa vision du Gabon. Bien évidemment, la question des redditions des comptes n'est jamais loin, dans un contexte où les demandes sociales sont prégnantes, etc. Mais il vient surtout esquisser des pistes, proposer sa vision, qui en l'espèce n'a pas changé, parce que c'est un ton, une tonalité qu'on lui connaît. Donc c'est l'innovation principale, l'état de la nation. Il vient faire sa communication officielle depuis 1961, mais je crois que ce sont des dispositions qui ont été reprises de la Constitution française de 1958. C'est les mêmes dispositions, à quelque chose près. Cette communication-là n'appelle à aucun débat. Les Gabonais vont s'emparer dans les différents débats dans tout le pays.
certains des ministres ont reçu quelques consignes, vont travailler sur ces consignes-là. Les Gabonais ont reçu aussi, et ça, il s'est situé au niveau du président de la République, quelques conseils pratiques. Les Gabonais vont s'emparer, en tout cas, la balle est dans leur camp. Il n'y a pas, dans notre Constitution, le fait qu'un débat doit s'en suivre. Il vient partager sa vision et la nation l'écoute, l'entend, en espérant que chacun utilise cette communication-là au mieux. Et je veux simplement ajouter que dans certains pays, l'exercice est bien connu, comme les États-Unis, etc. Il n'y a jamais de débat quand un président... Et là-bas, pour le coup, c'est annuel. Hein, à une période de l'année, le président des États-Unis se présente devant le Congrès. Après, vous savez, la société s'enflamme ou ne s'enflamme pas du point de vue du débat, mais il n'y a pas dans la Constitution de débat après cette communication. Est-ce qu'on peut considérer ce discours comme l'acte fondateur de son septennat? Oh non, c'est une étape de plus. Je crois que après la transition, au-delà, après les 1 an qu'il vient de passer pour ce qui concerne son mandat, on voit, comment dire, les contours de son propos, la façon d'agir, de se déployer dans l'espace, et puis une forme de vision. Me semble-t-il, c'était l'occasion soit de clarifier des points qui n'étaient pas clairs, puisque moi-même j'ai critiqué un peu la communication présidentielle sur d'autres plateaux, mais les séquences que nous vivons là, ce sont des communications, ce sont des séquences où il apporte des éléments, du gré à moudre, il apporte de l'information, et c'est déjà ça. Mais sinon, la ligne directrice de sa façon de se déployer dans l'espace, sa politique, il n'y a pas de changement. C'est simplement une étape de plus, me semble-t-il. Alors, plusieurs secteurs ont été évoqués. Le président a bien sûr mis l'accent sur le secteur économique, social, politique. Alors, docteur Edmion, quel regard portez-vous justement sur le bilan présenté par le chef de l'État? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il a abordé la question du coût de la libération jusqu'à nos jours. Quel bilan faites-vous? Alors il faut dire, avant de répondre à celle-ci, je veux d'abord apprécier l'exercice. Il faut dire que c'était un très bel exercice qui vient à point nommé du bilan de la présentation de cette gouvernance. Au-delà du fait que les ministres, l'exécutif est passé présenter aussi leur bilan de gouvernance, il était normalement une question aussi que le chef d'État fasse un point, une synthèse générale par rapport à cette gouvernance-là, puisque de temps en temps nous entendions qu'il n'y avait pas de bonne communication, aussi bien que cette couche de la population n'était pas forcément au courant au fait de ce qui se passait. Alors la lecture que je peux faire aujourd'hui, le bilan, ce que je peux dire de façon exhaustive, c'est que cet exercice vient à point nommé. Au moment où la population, il faut déjà le relever, nous savons tous avaient porté notre président à 94%. Donc cette population a besoin de connaître aujourd'hui ce qui se fait réellement. Parce que plusieurs actions sont posées par le chef de l'État et plusieurs aussi ne sont pas connues. Donc je pense aujourd'hui, devant le peuple, en congrès réuni à travers ses représentants, on a pu comprendre chaque sectoriel. Le président a pu faire une synthèse du bilan de la gouvernance qui passe. J'ai particulièrement apprécié dans ce discours, on a touché un point sensible, comme on dit au quartier, on a touché du doigt le problème d'eau et d'électricité. Et dans le discours du président, il disait qu'il n'aimerait pas qu'il soit impulsé du pouvoir parce qu'il n'aurait pas satisfait au problème de besoin et d'eau. Il fallait que c'était un problème crucial. Donc aujourd'hui, on a assisté à un cœur à cœur, un face-à-face du président face à la population, parce que c'est le Gabon qui a été réuni aujourd'hui en congrès. Donc le président nous a parlé à cœur ouvert, nous a fait état des difficultés et quels sont les challenges, parce qu'il est même allé au troisième point. Premièrement, il a fait un bilan de la transition, il a parlé de ses premières années de prise de pouvoir et il a pris aussi les perspectives, c'est-à-dire il s'est projeté parce que c'était une
une image aussi, il a parlé du ventre. C'était pour dire qu'aujourd'hui, s'il arrive à satisfaire les besoins de la population, tant demandé, est-ce que nous serons reconnaissants pour la deuxième mandature? C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le président pose des perspectives et des recommandations. Ça veut dire qu'il ne pose pas seulement des actions pour ce septennat, mais il se projette. C'est-à-dire qu'on a vu dans ce discours qui a été présenté un personnage, un président qui veut satisfaire sa population dans chaque différent domaine, dans chaque sectoriel. J'ai particulièrement apprécié, c'est parce que nous nous posons plusieurs questions, parmi lesquelles nous n'avons pas forcément les réponses. Et du coup, je pense à travers ce discours, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débat, mais je pense que tous les différents points ont été abordés par le chef de l'État. Justement, en parlant de la SEG, il parlait de revoir la gouvernance de cette société. Pourquoi pas donner les responsabilités à chaque département, eau et énergie. Séparés. Exactement. José Badiga-Badiba, comment appréciez-vous justement cette allocution concernant bien sûr la SEG? Merci, mais permettez que je dise un petit mot sur le fait qu'il n'y ait pas de débat. Alors, je pense que le président a soulevé un aspect très important dans son allocution, je l'ai noté. Dans ce mécanisme où il exerce la responsabilité pour informer, communiquer, et puis pour être transparent, pour dire ce qui se fait, pour par ailleurs faciliter la collaboration des pouvoirs. Il y a dans les vieilles démocraties souvent, on a relevé, surtout ceux qui sont attachés à la doctrine des systèmes parlementaires, présidentiels et autres, on a souvent assisté à l'obstruction parlementaire ou des blocages venant du fait que, à la suite d'une cohabitation ou d'un passage d'un président, qu'une initiative du Parlement veuille faire entrave à l'action du chef de l'État. Je pense que le constituant, ici, là on est dans la compréhension du texte, le législateur a prévu le mécanisme de la responsabilité du président en termes d'information, de transparence et de collaboration des pouvoirs, mais sans donner la latitude à des élus qui ne sont pas élus au suffrage universel de faire obstruction ou à terme de se poser comme on va dire, une motion de censure ou autre, comme on le vit dans certains pays, et vous connaissez des exemples, on peut en citer, en France ou ailleurs. Donc je pense qu'il faut déjà situer les choses à ce niveau et rappeler un peu l'esprit. Ensuite, un autre point d'ordre général que je voudrais aborder, et que vous avez, que les experts ont soulevé ici, c'est l'auditoire. En fait, le président, quand on regarde déjà l'annonce ou le propos introductif du président de l'Assemblée nationale, il y avait là toutes les forces vives de la nation. Il y avait les anciens dignitaires, les anciens premiers ministres, les religieux et autres. Donc, par l'intermédiaire des élus, il s'est adressé à la nation et même à l'international, puisqu'il y avait au plateau des représentants, des diplomates, des représentants, des diplomates et même d'autres parlementaires venus d'autres pays invités pour la circonstance. C'est donc un propos qui a une portée interne et externe par rapport à l'état de la nation. Bien, pour en venir à un aspect qui est un aspect de gestion courante, qui relève de l'action du gouvernement, donc la séparation des missions pour faire des entités distinctes entre ceux qui gèrent le secteur de l'eau et le secteur de l'électricité. Je pense que le président a été clair, et moi je partage ce point de vue. C'est une séparation qui a fait des preuves ailleurs. Il a bien dit, moi j'ai bien retenu, que si on veut régler le problème de la SEG, il faut régler à la base le problème de la gouvernance interne à cette entité. Et une des modalités, c'est justement, qui a été justement expérimentée ailleurs, en Afrique et dans d'autres pays, c'est de créer deux entités. Mais le problème, en créant ces deux entités, il faut maintenant qu'on définisse les règles de gestion claires par rapport à ces deux entités et qu'on aborde aussi les aspects qui concernent
la capacité de ces deux entités qui seront créées à être plus dynamiques, à améliorer la gestion et la gouvernance interne. Et le président a soulevé par ailleurs, par rapport à ce point précis, l'aspect des populations, donc de nous les consommateurs, par rapport à notre moralité ou notre, disons, attitude liée au civisme pour honorer les factures. Je crois que je suis pour la séparation et la création des entités distinctes pour une efficacité dans le secteur et que ce soit le plus vite possible. Alors, docteur André Adjo, quel autre point avez-vous relevé dans cette communication? Vous savez, il y a ceux qui relèvent du quotidien et qui gênent beaucoup les Gabonais. Je pense que le président lui-même le reconnaît assez souvent. Mais il y a aussi le cadre général et qui doit, si vous voulez, guider la marche du Gabon. Et moi j'ai pensé que la question fondamentale du souverainisme économique, comment le Gabon doit s'approprier de façon concrète les pans de sa souveraineté pour garantir sa survie demain et après-demain. Et donc tous les domaines économiques sensibles, tels que le pétrole, puisque le président, je pensais qu'il ne fallait pas qu'il le dise trop haut, trop fort, nous a informé que nous étions, nous Gabon aujourd'hui, le plus gros producteur national, enfin l'État gabonais devenait... le premier producteur national. Voilà. Quand on pense à cette ressource-là et à la dépossession, le vécu de la dépossession qui a accompagné le Gabon, et qu'aujourd'hui on prenne cette place-là, je pense qu'on est en train de gagner des parts dans la souveraineté. L'appropriation de notre espace, avec les richesses qui vont avec, et d'autres éléments auxquels je ne pense pas maintenant, c'est ça l'indépendance. Là, nous avançons dans la quête de notre indépendance, pas de façon fictive, mais de façon réelle. Moi, ça m'a vraiment marqué. Et c'est ça qui donnera les marges pour influer sur notre marche. Eh bien, si le gros problème, c'est la dépendance, le gros problème, tout ce qui est lié à la dette, etc. Lorsque le Club de Paris rachète notre dette autour de 2015, on perd la marge. On est obligé d'aller s'endetter. Pourquoi? Parce que les dépenses publiques augmentent. Donc si nous retrouvons les leviers sur le plan de la souveraineté économique, on aura plus de marge pour influer sur notre marche. Là encore, il faut que ces revenus-là soient bien gérés. C'est ça, la gouvernance, toujours et toujours la gouvernance. Mais on a déjà fait un pas. La question de la gouvernance, c'est aussi la veille populaire. Les populations doivent plus que jamais ouvrir les yeux sur ce qui se fait au Gabon, dans les normes. Voilà. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Après, il y a des aspects du quotidien. Par rapport à la souveraineté, j'ai entendu le président parler des contrats de concession. Oui. Et ça c'est un dossier, on s'en approche là, tout ce qui est l'échéance de 2027, 2029 pour l'uranium. Voilà, approprions-nous notre pays et ça commence par la mainmise sur nos richesses. Ça, c'est quelque chose de délicat pour des pays qui sont, pour des États qui sont encore en plein processus de raffermissement. Nous sommes de jeunes États. Parfois, nous jugeons nos États comme si on jugeait la Suède ou la France. Nous nous sommes constitués en tant qu'État qu'en 1960. Et donc, c'est pas des choses qui se décrètent, ça se construit. Et donc, si on fait de la souveraineté économique quelque chose de réel, ça franchement, on aura quand même avancé sous l'ère du président Oligui et de la Ve République, et c'est pas si mal que ça. On a parlé, donc le président a également parlé de décentralisation, il a parlé des logements, on a bien suivi, également des infrastructures et du transport aussi routier. Docteur, et comment peut se passer justement cette gestion des différents secteurs pour ne plus qu'on retombe dans les mêmes mailles? Et effectivement, le président a tenu à une action particulière par rapport à la décentralisation, mais n'a pas cité directement la déconcentration. Mais dans ce contexte-là, il faut dire, pour pouvoir sortir de là, le problème n'est pas tant la décentralisation. Il faudrait que les projets déjà énoncés, qui ont déjà des chantiers, comme disait le président, qui ont déjà été annoncés, amorcés,
Il faut qu'il y ait une évaluation, un suivi de tous ces sentiers qui sont... Comme il a mentionné, réformer ne suffit pas. Très bien. Mais il faut formater les mentalités. Voilà, il faut changer les mentalités. Il faut un changement de mentalité. Et cela, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si, lorsqu'il a pris un exemple, j'ai participé, mais au-delà de la décentralisation, lorsque le président, par exemple, engage un projet, il faudrait que chaque secteur, c'est-à-dire dans la présentation du président, dans le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, il faudrait que ces derniers, étant considérés comme étant les représentants du peuple, devraient normalement se rapprocher de ces derniers pour essayer de mettre en place des informations, mettre les informations au peuple afin que ces derniers soient informés. Donc, il faut, dans cette décentralisation, nous voyons que chaque secteur d'activité, chaque représentant qui a eu mandat du pouvoir devrait exercer son autorité en toute latitude. Mais le plus important, c'est que tous ces différents projets déconcentrés, décentralisés, il faudrait qu'il y ait un suivi. D'accord. Un suivi, qu'on puisse faire une évaluation de ce qui a déjà été fait, ce qui peut être fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. José Badinga, le président parle ici d'affecter entre 5 et 10% des recettes aux collectivités locales. Est-ce une réforme majeure selon vous? Ah oui, bien entendu, c'est une réforme majeure à mon sens. La question de la décentralisation est vieille. Elle a été initiée depuis longtemps et au cours de la législature de la transition, j'ai noté un effort du gouvernement qui a transmis au Parlement un texte sur le transfert des compétences. Et je note qu'aujourd'hui, il y a un début de transfert effectif de compétences. Mais dans l'esprit du gouvernement, c'était à titre expérimental, commencer par certains domaines et puis aller progressivement. Et le président vient pour la suite et à l'occasion d'une annonce solennelle, il vient de confirmer cet effort-là. Je crois que c'est lui qui en a l'impulsion. Et nous parlons de 5 à 10%, c'est justement là une opportunité pour impulser le développement, mais par l'arrière-pays, par les zones où il y a les besoins des populations qui s'expriment réellement. Parce que le problème du développement, ce n'est pas de le concevoir en amont dans les conseils des ministres au sein du gouvernement ou au sein des institutions. Il faut que le développement descende à la base. Mais si déjà, dans le schéma du transfert des pouvoirs, on consacre une partie des recettes de 5 à 10%, je crois que c'est appréciable. Et le président a également indiqué que cet effort a commencé parce que dans les conseils départementaux et les conseils municipaux, il y a déjà les budgets de certaines collectivités locales qui ont été relevés. Je dois par ailleurs souligner que la question n'est pas tant celle de la ressource budgétaire seulement. Il faut de la ressource humaine. Il faut la formation et du personnel qui a personnel qualifié, personnel compétent pour accompagner les collectivités locales. Je crois que c'est un tout, indépendamment des aspects financiers et budgétaires. Il y a, parce que gérer les budgets locaux, j'étais conseiller municipal pendant de longues années, c'est déjà une culture. C'est quoi la décentralisation? Qu'est-ce que les gens comprennent? Pour simplifier, la décentralisation, c'est la capacité de nos collectivités locales à se prendre en charge et à régler localement certains problèmes urgents avec une délégation de compétences consenties par l'État. Voilà la décentralisation. Même si vous avez 5 à 10% chaque année de budget, quelle que soit la collectivité locale, les conseils municipaux ou départementaux, mais si vous n'avez pas la culture de gestion, si vous ne vous sentez pas autonome dans l'esprit, vous ne pourrez pas, malheureusement, entreprendre grand-chose. Est-ce que ça peut prendre encore du temps, docteur André Adio? Ah oui, forcément, avec l'état actuel, le Gabon, c'est pas la Norvège, c'est pas la Suède. Nous construisons. La décentralisation, c'est 1996. Oui. Avec beaucoup de tâtonnements, on a tenté de relancer ça en 2015. Là, aujourd'hui, on sent un frémissement intéressant. Les conseils locaux, les conseils municipaux, départementaux, c'est des petits gouvernements à l'échelle locale. Il leur faut la ressource humaine, monsieur le ministre venait de le dire.
une ressource humaine va avec une certaine expertise. Les domaines auxquels ils ont à s'attaquer au niveau local, ce n'est pas des domaines, voilà, la gestion des ordures, faire des rues commerçantes, pourquoi pas enfin, veiller au cimetière municipal, etc., etc. Gérer une ville, ça demande de la compétence, au-delà des moyens. Et puis, quand on voit certaines petites communes du Gabon, il manque de la ressource humaine, c'est évident. Donc il faudra qu'au-delà de ces dotations-là, il faudra que... Mais j'ai bien compris que c'est par étapes. On commence par les villes qui ont déjà un minimum. Et voilà, espérons que ce projet-là avance, parce que la décentralisation, c'est la survie de nos territoires. C'est revitaliser culturellement, économiquement. Voilà, c'est empêcher que les gens arrivent à Libreville se surcharger. Exactement. Parce que sur place, là-bas, il y aurait des opportunités. Je voulais simplement, Monsieur Béni, si vous me permettez, revenir sur le modèle de société que je sens frémir là, qui est en gestation. En tout cas, dans la façon de faire du président. Qui est tendre la main, ce n'est plus à la mode. C'est-à-dire attendre que le président redistribue. Je ne sais pas où cet argent-là, il peut l'avoir. Mais c'est que chaque Gabonais essaye, avec les petites opportunités qu'on met en place, de se prendre en charge. J'ai bien compris qu'il y avait une banque. Le président a même dit qu'il y avait encore de l'argent là-bas. Il est déçu parce que les Gabonais ne vont pas solliciter. C'est vrai que ça demande un accompagnement avec des business plans et autres. Mais il y a de plus en plus sur la place de Libreville des entités qui sont capables d'accompagner ces jeunes Gabonais-là qui ont des projets. Donc aujourd'hui, il s'agit de se lever pour participer à la prospérité commune de la nation. C'est par le travail qu'on va s'émanciper. Un autre chemin n'est plus possible. Il faut qu'on... Voilà. Mais notre Gabon est ce qu'il est, avec les opportunités. Il est en train de se reconstruire aussi, parce que depuis plusieurs années, on est resté, on va dire entre guillemets, en arrière. Et là, c'est une nouvelle politique mise en place. Chaque Gabonais devrait être acteur du développement, au-delà de la politique, bien au-delà, puisqu'on n'en a fait que ça. Mais ce n'est pas par la politique qu'on enrichit la nation, c'est par le travail qu'on s'émancipe. Tous les livres religieux sacrés le disent, dans nos cultures on le dit, c'est par le travail qu'on s'émancipe. On ne peut pas tricher avec ce discours-là. Et après, l'État met en place des cadres et les Gabonais profitent de ces cadres-là en faisant ce qu'il faut faire, si c'est par les dossiers, etc. L'autre élément, mais c'est globalement ça, c'est une forme de modèle économique qu'il veut mettre en place, de façon à ce que, par exemple, sur le modèle Taxigab, le président a dit qu'en remboursant, on permet à d'autres Gabonais, puisqu'il y aura des commandes, en remboursant, on permet à d'autres Gabonais d'avoir aussi la chance d'avoir des Taxigab. Oui. Donc il n'y aura pas à volonté comme ça des distributions de Taxigab, non, on lance, et si les Gabonais, c'est un système solidaire. Si je rembourse, et après je serai bien sûr propriétaire de mon taxi, mais si je rembourse, je permets à d'autres Gabonais d'avoir aussi un véhicule demain. Ouais, c'est par ce modèle-là on retrouve la dignité. Et donc, il y aura toujours la solidarité, il y aura toujours, parce que les modèles de société qui sont les nôtres, il y a toujours la précarité à la marge, et il faudra que l'État s'en occupe. Mais le gros des troupes qui sont physiquement et intellectuellement aptes, nous devons nous mettre debout pour que chacun apporte sa contribution. C'est ce que je vois poindre comme modèle de société dans la façon de faire du président. Il a également parlé de la vie chère, en mettant l'accent sur la création de la centrale d'achat. Est-ce qu'elle peut réellement contribuer à réduire le coût de la vie des Gabonais, Dr Edmion? Il faut dire, j'aimerais d'abord revenir rapidement, avant que je ne parle les idées. J'aimerais dire par rapport à ce discours, il m'a donné une impulsion, c'est-à-dire aujourd'hui on a assisté, le chef d'État fait une invite à chaque Gabonais d'être acteur de la bonne gouvernance. En mettant en place, c'est-à-dire que l'exécutif met en place des mécanismes et à chaque citoyen de s'approprier ces mécanismes-là et d'être un acteur participant à l'édifice de notre pays. Il se passe par les mécanismes de bonne gouvernance. Alors par rapport à la vie chère, la centrale d'achat, il faut déjà dire que c'est un pas. Le plus important, comme je viens de le dire, les mécanismes de bonne gouvernance sont mis en place. À nous de pouvoir les utiliser pour être participants. On sort de l'État-providence. Il faut dire que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous accueillir ce modèle. Par rapport à la centrale d'achat,
ça ne pourra pas totalement résoudre ou résorber le problème de la vie chère. Mais c'est déjà un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, si je peux me rendre compte, totalement nous avons discuté, avant que l'émission ne prenne, je me rends compte que je peux aujourd'hui avoir une réduction du prix d'achat par rapport à ce qui se fait. Je pense que c'est un pas. C'est une avancée parce qu'on se rend compte, ça voudrait dire que le gouvernement, l'exécutif a pris en compte, a pris conscience que le Gabon, dans la CEMAC de la sous-région, fait partie des pays où le niveau de vie est cher. La centrale d'achat est un mécanisme, est un élément qui va contribuer à réduire, pas à résorber totalement le problème, mais déjà à réduire. Si je peux savoir, je peux payer 1 litre d'huile à moindre coût, pourquoi ça ne va pas m'aider dans mes dépenses quotidiennes? Et non pas prendre des cartons pour après redistribuer à l'épicier du quartier, Josué Badiga. Oui, ça c'est un aspect qui concerne les mentalités. Mais au total, quand on élargit la perspective, on doit apprécier qu'au travers d'un mécanisme constitutionnel, le président s'est mis dans une posture où il s'est adressé à la nation entière, à tous les pans et à toutes les forces vives de la nation, y compris à son gouvernement, y compris aux parlementaires, oui. Y compris aux populations, vraiment de manière très ouverte, avec une franchise appréciable. C'est ça que j'apprécie comme mise en œuvre des mécanismes mis en place. C'est une grande première, cette forme de gouvernance et de dialogue et d'échange. Même si certains peuvent relever qu'il n'y a pas une réaction immédiate, mais comme le docteur l'a dit, il y aura, les experts l'ont dit, il y aura une réaction forcément. Mais de quelle manière? L'article 80 de notre Constitution institue déjà le contrôle du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Il faut qu'à la faveur de cet échange et de la communication du président de la République, qui a été très très largement, qui s'est penché largement sur beaucoup d'aspects de collaboration et même de l'action du gouvernement, il faut que le gouvernement, les membres du gouvernement, chacun à son niveau, s'approprient ce qui a été dit et commence à se mettre au travail pour regarder. Il faut qu'en même temps que les parlementaires revoient leurs modalités de contrôle de l'action du gouvernement. Il faut que les collectivités locales, les élus locaux, trouvent la matière désormais, puisque demain la promesse est faite, pour qu'on relève le niveau et les ressources, pourvu qu'en interne, ils aient aussi la capacité de créer des ressources. Maintenant, pour en venir à l'aspect central d'achat, cet aspect concerne le coût de la vie. Oui. Alors, le président a, comme le docteur vient de le dire tout à l'heure, a relevé la question de la réforme des mentalités. Le plus gros problème quand nous abordons les questions de développement à tous les niveaux, développement, gouvernance, il y a inséparablement les questions d'éthique et de manière de penser. Et c'est ça qui, de plus en plus, constitue les blocages. Le président a abordé la question de la révision des salaires pour un peu plus d'équité en dénonçant clairement et sans embâche certains îlots de prospérité. Il n'a pas nommé à quel niveau et à quel autre, mais c'est des questions qui entretiennent les conversations dans plusieurs milieux. Je pense qu'il faut avoir le courage, et c'est ça qui est, quand l'impulsion vient du chef de l'État, ça rassure tout le monde. La question de la redistribution des salaires, s'il y a des directeurs généraux, des directeurs qui gagnent plus des ministres, plus que les ministres, ils ne sont pas plus nombreux que forcément les autres Gabonais, ou plus méritants. Ces questions-là doivent être mises sur la table. Et moi, ce qui me rassure, si l'impulsion vient du président, c'est plus facile à régler. Voilà, parce que par le passé ou dans d'autres circonstances, on se dit, ah, peut-être que le président n'accéderait pas à telle ou telle démarche. Maintenant, la centrale d'achat, c'est un moyen pour soulager les bourses ou bien le Gabonais par rapport au coût de la vie. Exactement. Mais il est impensable et inconcevable, en tout cas pas souhaitable, que quelqu'un, parce qu'il aura eu un contrat au quartier avec des boutiquiers ou des commerçants, aille vider ce qui peut nous nourrir tous. Ce serait plutôt dommageable pour le portefeuille de chacun de nous. Mais il faut, et j'ai compris l'invitation du président, il a dit apparemment au ministre de tutelle de cette entité de revisiter les mécanismes pour réglementer, de telle sorte qu'on mette les garde-fous pour éviter tout abus
à l'avenir. En parlant justement de cette justice sociale, il y a quand même une bonne nouvelle. Le président annonce le paiement de la 3e et dernière tranche des rappels, donc des agents publics à hauteur de 35 milliards. Également le paiement des épargnants, donc de la Poste SA, paiement qui se fera par tranche à hauteur de 10 milliards, et ce, à partir de demain, il a précisé. Oui, les fonctionnaires qui sont éligibles seront bien contents. Le président s'était engagé. Je pense qu'il y avait une enveloppe de 105 milliards à échelonner en 3 tranches. Et, il y a eu 2 tranches, ça c'est la 3e. C'était au président de choisir le moment, mais quand des bonnes nouvelles comme ça arrivent, les fonctionnaires éligibles ne peuvent être que contents. À côté de ça, il y a des insuffisances, il faut travailler, je pense, mais ma collègue l'a dit, l'eau et l'électricité. J'ai vu que le président a consacré peut-être une vingtaine de minutes à parler de la SCG, de l'eau et de l'électricité. Ça veut dire, me semble-t-il, que c'est une préoccupation pour lui. Je me souviens, à l'inauguration de le palais des congrès, c'était pas le lieu, mais il en avait aussi fait état. Donc, les Gabonais attendent le président là. Le Gabonais, il faut le dire, il faut le rappeler, puisque nous sommes aussi là pour ça. Les Gabonais attendent le président sur ces questions énergétiques, sur les questions de l'électricité et eau. C'est vraiment une gêne quotidienne pour bien des compatriotes. Et les grandes ambitions du Gabon en matière industrielle, mais comment le Gabon va-t-il impulser ces ambitions-là si la question de l'électricité n'est pas réglée? Donc, à tout point de vue, il faut qu'on règle la question. Maintenant, on a bien compris que le problème était tellement grave que ça demande du temps pour la construction des centrales, pour toute cette infrastructure-là. Oui. Ça demande du temps. Mais D'où la patience, on n'est pas à 3-4 ans près. Si l'essentiel est que ce soit réglé, c'est ça qu'on attend, puisque ce sont des dossiers qu'on ne peut pas régler par un claquement de doigts, visiblement. Le problème est trop complexe. Alors, docteur Edmion, à travers justement ce discours, voyez-vous les bases d'une nouvelle culture de gouvernance publique au Gabon? Effectivement, je peux l'affirmer et le réaffirmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suivi à travers ce discours que le président essaie d'impulser une nouvelle forme de mentalité, comme on le dit au quartier, mais dans le jargon que j'aime le plus employer, est en train de mettre des principes d'une nouvelle forme de gouvernance. En se disant aujourd'hui, comme il a fait une discours avec plein d'exemples, n'attendez plus que je sois celui-là qui va vous donner de l'argent. Parce que où est-ce que je trouve? Mais attendez que je pose des principes de gouvernance qui vont vous aider à mieux vous gérer, à mieux vous gouverner. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, à travers ce discours, on a vu une nouvelle forme de gouvernance qui va naître sur le plan économique, sur tous les différents secteurs. Il a même touché à la politique, les partis politiques, les associations. Tout, ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste il a insisté sur le changement de mentalité. Voilà ce que je cherchais comme mot. Donc aujourd'hui, à travers ce discours, il est en train de présenter aux Gabonais la vision globale par rapport à son point de société et poser et donner l'orientation. C'est-à-dire, je voudrais que les mentalités des Gabonais changent. Voilà ce que je propose. Je propose que je ne sois plus celui-ci. Lorsque vous me voyez, vous demandez ceci, mais voilà ce que je mets en place. Il y a une banque qui est mise en place pour résorber tel ou tel problème économique. Entreprenez. On ne va pas se demander que nous sommes Gabonais. Non, je peux plus tout. J'en ai pas. Je crée des mécanismes avec mon équipe pour pouvoir mettre en place des mécanismes. À vous d'être acteur de la gouvernance. Donc aujourd'hui, on a fait ce discours que le président impulse un changement de mentalité en mettant en place des nouveaux principes de bonne gouvernance. José Badinga, si vous deviez retenir 3 mesures phares de ce discours, lequel choisiriez-vous? Les mesures phares du président, il y a un embarras réel à choisir une mesure. Mais je serais plus dans la posture de la réforme des mentalités. Oui. Voilà. C'est vers cette conclusion que nous pouvons nous acheminer tous. C'est son propos de fin qui m'a le plus marqué. Vous voyez, il y a, par exemple, la question de la pluralité des partis politiques.
Vous vous souvenez que cette question a été soulevée de façon claire par le président par rapport au texte et aux critères de création des partis politiques. Mais il a relevé quelques soucis liés à l'adoption de ce texte. Le Gabon aujourd'hui compte plus de 100 partis politiques. Et oui, je pense que si... C'est énorme, selon vous? Ah oui, ça dépend de l'impact de ces partis et de ce que représentent ces partis. Mais c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Maintenant, ça c'est en chiffres. Mais si j'ai bien compris le message du président, il demande que la démocratie soit encadrée avec des critères partagés, adoptés et acceptés. Parce que ces critères, les modalités d'existence de partis politiques n'ont pas été imposées par lui. Ce sont des critères qui ont été retenus après de larges concertations par un dialogue qui a été ouvert. Voilà, et puis on a adopté, c'est comme la Constitution et d'autres textes majeurs que nous avons retenus. Alors, donc si nous avons ensemble adopté des règles pour codifier l'espace politique et la création des partis, pourquoi ne pas les appliquer? C'est ça qu'il a dit, le président. Exact. Et nous gagnerions à fédérer les efforts et à entreprendre des réformes courageuses, y compris dans ce domaine. Donc, vous m'invitez à retenir des mesures phares. C'est la réforme des mentalités. Oui. C'est le respect de nos institutions, des textes et des procédures. Lui-même a inauguré, je dirais, une nouvelle phase de gouvernance. Et je suis d'avis que cet exercice reprenne, ne s'arrête pas en si bon chemin, exact, parce que l'initiative lui revient. Et quand il en aura toujours le temps et la disponibilité, je pense que c'est un exercice utile. Et si c'est lui qui en donne l'impulsion, je dis lui, en tant que chef de l'État, nous aurons à beaucoup gagner parce que tout le monde s'incline devant l'institution suprême de la République. Et on espère que le chef de l'État reviendra donc à l'hémicycle, en congrès, l'année prochaine, puisque c'est une fois par an. Ah oui, mais c'est lui qui en prend l'initiative, avec un calendrier plus ou moins fixé à la première session. Et si les députés ou les sénateurs sont en vacances, ben ils seront convoqués pour cela. Un texte réglementaire sera pris. Et puis voilà, l'exercice va recommencer à la grande satisfaction de nous tous. D'accord. Même question pour vous, docteur André Adjo. Vous savez, ce qui s'est passé au Bénin, l'alternance là, m'a fait penser que le Gabon a aussi envie d'être dans les projecteurs. Le Gabon doit être un modèle. Après, chacun choisit son chemin. Nous devons chercher à être un modèle. Oui. Ne soyons pas une société banale. Et donc, la petite politique, c'est bien parce que ça fait de l'animation, mais il faut que nous issions à un certain niveau pour espérer cette génération, les doyens, créer le déclenchement qui fait que les générations qui viendront après soient fiers. Voilà. Ne soyons pas une société banale. Et ça, c'est le sérieux, c'est la rigueur, c'est le travail qui fait que... Voilà, c'est plutôt ce que on s'est amusé, c'est bon, mais maintenant il est temps... Le monde bouge. Exactement. Le monde bouge et on ne s'arrêtera pas pour le Gabon. Le monde ne s'arrêtera pas pour le Gabon. C'est aux Gabonais de prendre eux-mêmes leur Gabon et de le porter. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire pour mon mot de fin. Et justement, c'était justement le mot de fin du docteur Adjo. Mais on va terminer avec vous, madame, votre conclusion justement au sortir de ce plateau. Il nous reste environ 3 minutes. Très bien, merci. Alors je dirais que j'ai particulièrement apprécié ce discours sur 2 points majeurs, je crois. Lorsque le président a abordé la question des principes, des piliers qui soutiennent un État, il a particulièrement dit qu'il apprécie la gouvernance assainie, l'état de la démocratie, l'état de droit et la restauration de la dignité.
Par rapport à ces 3 mots, je pourrais dire qu'il a résumé et la transparence. Donc, pour lui, lorsqu'on écoute le chef de l'État, c'était comme un exercice de reddition de comptes. Mais c'est au-delà de la reddition de comptes. C'est une présentation de gouvernance, des principes de la gouvernance, avant, pendant et après. Donc, je pense que je peux dire que c'était un très bel exercice et que nous attendions dans les prochaines années la prochaine demande de son Excellence à venir nous présenter son bilan de la gouvernance. D'accord. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Gabon Première pour décrypter le discours du président de la République, premier discours en congrès donc de la 5e République. Merci pour ces informations. Merci également à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'excellence.